6 mètres d'âche couronnés d'un fer acéré. Des milliers de tels pics, abaissés simultanément avec une précision mécanique, créaient un mur auquel il était impossible de s'approcher pour un être humain vivant. Le mur avançait sur vous, et le seul son couvrant le cliquetis des armures était le piétinement rythmique et sourd de milliers de pieds, enfonçant dans le sol même l'idée de résistance. De nombreuses armées s'enfuyaient encore avant le premier coup, simplement en voyant cette forêt de morts approcher. Mais comment cette machine de tuerie idéale, invaincue pendant des siècles, fut-elle transformée en un tas de ferraille en une seule heure? La réponse ne réside pas dans la puissance des armes, mais dans une erreur fatale dont l'histoire se souvient encore du prix. En l'an 168 avant notre ère, le monde retint son souffle en attendant la bataille de deux superpuissances. D'un côté se tenait la Macédoine, héritière du grand Alexandre, dont la gloire militaire semblait éternelle. De l'autre, la République romaine, jeune louve affamé, assoiffé du sang des vieux lions. L'historien antique Polybe écrivait que le consul romain Lucius Aemilius Paulus, vétéran de nombreuses guerres, confessa plus tard: il n'avait jamais vu de sa vie rien de plus terrifiant et menaçant que la phalange macédonienne déployée en ordre de bataille. Ce n'était pas une armée, mais une unique bête géante, hérissée d'aiguilles, prête à transpercer quiconque oserait faire un pas en avant. Au cœur de cette puissance terrifiante se trouvait une arme spéciale qui rendait le Macédonien invulnérable à distance. Cette longue lance de perforation, qu'il fallait tenir à deux mains, s'appelait saris. Imaginez un poteau télégraphique avec une pointe de rasoir qui maintient l'ennemi à 5 pas de distance pendant que vous lui infligez calmement des blessures mortelles. Les 5 premiers rangs de la phalange tendaient les saris en avant, créant une barrière imprenable, tandis que les rangs arrière tenaient les piques en angle, protégeant la formation des flèches et des javelots comme un toit vivant. Mais derrière ce mur de lances se cachait aussi la principale faiblesse, que les Romains n'allaient découvrir qu'au prix de leur propre sang. Le roi Persée, qui commandait les Macédoniens, avait rassemblé sous ses étendards plus de 40 000 guerriers. Convaincu que la plaine plate au pied du mont Olympe deviendrait la tombe des légions romaines. Il savait que la phalange était comme un rouleau compresseur. Sur une surface plane, elle était irrésistible, mais n'importe quelle bosse pouvait lui être fatale. Les sources antiques affirment que l'armée macédonienne brillait d'or et de pourpre, éclipsant le soleil de son éclat, tandis que les Romains paraissaient gris et insignifiants dans leurs cottes de mailles de fer et leurs tuniques usées. Le consul romain Paul était vieux, sage et prudent. Il avait déjà plus de 60 ans, un âge où d'autres bercent leurs petits-enfants. Mais il se tenait dans la poussière du sol grec, conscient qu'une seule décision erronée détruirait non seulement l'armée, mais l'avenir de Rome. Tite-Live rapporte que les officiers romains exigeaient une attaque immédiate, reprochant au consul sa lâcheté. Mais Paul répondit froidement que beaucoup savent se battre, mais que seuls quelques-uns savent quand précisément commencer le combat. Il voyait ce que les jeunes tribuns ne voyaient pas. Le terrain était accidenté, plein de petits ravins et de ruisseaux. La tension dans le camp romain était telle qu'on pouvait la couper au couteau. Les soldats astiquaient leurs armes, rédigeaient leurs testaments et regardaient les feux lointains du camp macédonien, conscients que le lendemain serait le dernier pour des milliers d'hommes. C'était la collision de deux philosophies. Le monolithe oriental, où le soldat n'est qu'un rouage dans une immense machine, et la flexibilité occidentale, où chaque unité pouvait agir de manière indépendante. L'histoire avait levé son épée pour trancher le nœud gordien de cette guerre. Mais le destin aime l'ironie. La plus grande bataille de l'époque commencerait non sur l'ordre des chefs, mais à cause d'un hasard qui semblerait une mauvaise plaisanterie des dieux. Le soleil grec ardent au zénith transformait l'attente en une torture raffinée,
quand la sueur ronge les yeux et que le métal des armures chauffe à la température d'une poêle de cuisine. Imaginez que vous êtes debout dans une foule dense, serrés épaule contre épaule, et que vous ne pouvez même pas vous gratter le nez parce que vos deux mains sont occupées à tenir une lourde poutre de 6 mètres. C'est précisément dans cette position que les soldats macédoniens se trouvaient pendant des heures, et chaque instant d'attente leur ôtait des forces précieuses nécessaires au combat. Les reconstitutions archéologiques et les calculs montrent que l'équipement complet d'un fantassin de cette époque pesait plus de 20 kg. Mais le principal problème n'était pas le poids, mais la nécessité de maintenir une statique idéale de la formation. Ces hommes, qui formaient l'ossature de l'armée de Persée, s'appelaient Pézétaïr. Ce mot signifiait littéralement « camarades à pied », soulignant leur statut d'élite et leur proximité avec le roi, bien qu'en réalité, ils fussent les otages de leur propre discipline. La sarisse dans leurs mains était une arme terrifiante, mais elle exigeait une endurance surhumaine. Les rangs arrière devaient tenir les pics levés vers le haut, formant une forêt de hampes qui absorbait l'inertie des projectiles ennemis, tandis que les rangs avant les tenaient horizontalement, subissant une tension colossale dans les muscles du dos. La phalange ressemblait à un ressort comprimé, mortellement dangereux au moment de se détendre, mais extrêmement vulnérable au repos sous le soleil brûlant. Dans le camp romain, l'atmosphère était différente, imprégnée de pragmatisme et de calcul froid, où chaque légionnaire comprenait son rôle comme un travail à accomplir avec qualité. Leur principal outil de protection n'était pas une longue formation, mais un massif bouclier incurvé appelé scutum. Ce n'était pas simplement un morceau de bois, mais une complexe construction ingénierie faite de couches de plaquage collées, recouverts de peau de bœuf et bordés de fer, capable de résister aux coups d'une hache. L'historien romain Tite-Live notait que le scutum couvrait le guerrier du menton au tibia, permettant aux légionnaires de se transformer en tortues blindées contre laquelle se brisaient les épées et les lances. Contrairement aux Macédoniens, le Romain en formation avait de l'espace pour armer son épée, ce qui lui donnait une liberté d'action terrifiante au combat rapproché. Mais avant que le premier sang ne coule, le ciel envoya un signe qui faillit bien décider de l'issue de la guerre avant même le début de la bataille. La nuit précédant le combat, la pleine lune commença soudain à noircir, comme si un monstre invisible la dévorait, plongeant le camp macédonien dans un abîme d'horreur superstitieuse. Les soldats de Persée, élevés au mythe et au présage, frappaient dans des bassines de cuivre et hurlaient, essayant de chasser les mauvais esprits, convaincus que l'éclipse annonçait la perte de leur roi. La panique se propageait plus vite que la peste, minant le moral de ceux qui étaient habitués à regarder la mort en face, mais craignaient la colère des dieux. Dans le camp romain, en revanche, régnait un silence surnaturel, parce que les officiers avaient préviamment expliqué aux soldats la nature de ce qui se passait. L'un des tribuns militaires, Gaius Sulpicius Gallus, n'était pas seulement un commandant, mais aussi un astronome passionné, qui avait précisément calculé l'heure de l'éclipse lunaire et averti la troupe que ce n'était que le mouvement naturel des corps célestes. Le tribun, c'est un officier supérieur de la Légion qui, dans la Rome républicaine, était souvent élu par le peuple et combinait les fonctions de commandant et d'administrateur. Gallus montra de manière éclatante que la connaissance est plus forte que la peur. Et pendant que les Macédoniens tremblaient d'effroi devant les cieux, les Romains aiguisaient calmement leurs épées, se convainquant de la supériorité de leur discipline et de leur raison. Cependant, le destin, comme se moquant des plans des grands stratèges, alluma l'incendie de la guerre à partir d'une unique étincelle fortuite en ce chaud midi du 22 juin. Il n'y eut ni trompette solennelle, ni discours emphatiques des chefs. Tout commença par le fait qu'un animal de trait, un mulet ou un cheval, s'échappa de son attelage et courut vers la rivière qui séparait les deux armées.
Les soldats romains qui puisaient de l'eau et les sentinelles macédoniennes sur l'autre rive se précipitèrent simultanément pour attraper le fuyard. Et une banale altercation se transforma instantanément en un combat à mort. Sur ce bruit, les fantassins légers des deux côtés accoururent spontanément, ceux qui remplissaient le rôle de tirailleurs et de d'éclaireurs. Ces guerriers mobiles, ne portant pas d'armure lourde, s'appelaient Vélitae. Ils étaient les yeux et les oreilles de la Légion. Armés de javelots et de petits boucliers ronds, leur tâche consistant à user l'ennemi avant l'assaut principal. Les Vélités entrèrent les premiers en lice dans les eaux du fleuve Leucos, et quand leur sang tint à l'eau d'une couleur brunâtre, il devint impossible d'arrêter l'avalanche des événements. Le roi Persée, voyant la mêlée qui commençait, décida que le moment était venu, et donna l'ordre qui fit trembler la terre. « À la phalange, avancez !» À cet instant, l'histoire retint son souffle, contemplant comment le mur impénétrable de l'anse se mettait lentement en mouvement pour écraser tout sur son passage. Le grondement avec lequel l'armée macédonienne passa à l'offensive rappelait un éboulement en montagne, quand des milliers de pierres se détachent et dévalent, balayant toute vie. Il n'y avait ni cri de rage, ni défi individuel au duel. Seulement le choc monotone et rythmique des sarisses contre les boucliers, et le pas lourd qui faisait vibrer le sol sous les pieds des Romains. Les historiens antiques affirment que la vitesse d'approche était stupéfiante. Les Macédoniens ne marchaient pas. Ils déferlaient comme un tsunami, cherchant à rejeter les légions romaines de nouveau à la mer avant qu'elles n'aient pu se réorganiser. C'était le moment de vérité, quand toute la théorie militaire de Rome se heurta à la rude et impitoyable réalité de la physique. Le consul Aemilius Paulus, observant ce spectacle depuis une hauteur, confessa plus tard à ses proches amis que son cœur s'était serré d'une horreur glacée. Plutarque a préservé pour nous ces révélations du chef. Paulus n'avait jamais vu de sa vie une formation plus effrayante et parfaite que ce mur de métal qui avançait. Le vieux général déchira sa tunique dans un élan de désespoir, voyant ses unités d'avant-garde disparaître simplement sous la forêt des piques macédoniennes, comme des branches sèches dans un concasseur de pierre. Les Romains, habitués à dominer le champ de bataille, se sentirent soudain comme des enfants impuissants, essayant d'arrêter une avalanche à main nue. À la pointe de l'attaque macédonienne, avançait une unité d'élite dont l'éclat aveuglait les yeux, même à travers les nuages de poussière. Ces guerriers triés sur le volet, dont l'armure et l'équipement étaient faits de bronze poli, s'appelaient Chalcaspides. Le nom se traduit littéralement par « porteur de boucliers de bronze », et ils formaient le point de choc de l'armée royale, où n'accédaient que les vétérans les plus forts et les plus disciplinés. Contrairement à l'infanterie ordinaire, les Chalcaspides agissaient comme un unique organisme doté d'un esprit collectif. Quand la première rangée portait un coup, les rangs arrière refermaient instantanément les boucliers, transformant la phalange en un coffre-fort blindé impossible à forcer de l'extérieur. La collision des deux armées produisit un bruit qui, selon les témoins oculaires, était audible à plusieurs kilomètres du champ de bataille. Les légionnaires romains, essayant de contenir l'assaut, recevaient les coups de sarisse sur leurs boucliers, mais l'énergie cinétique était telle que les longues lances perçaient non seulement le bois et la peau du scutum, mais aussi le soldat lui-même, le clouant au sol. Polybe décrit des scènes effroyables où les Romains, transpercés de part en part mais encore vivants, tentaient de trancher les hampes à l'épée ou s'y agrippaient des mains, essayant de tirer l'ennemi vers eux pour porter au moins un coup avant la mort. C'était une boucherie où le courage n'avait pas d'importance, car contre lui opérait la géométrie impitoyable des longs leviers. Un drame particulier à la situation donnait les actions des alliés de Rome, qui reçurent les premiers ce coup monstrueux. Les Péliniens, tribu italienne célèbre pour son héroïsme insensé, tentèrent l'impossible. Percer à travers la forêt de lances
à force de pure fureur. Leur commandant Salvius, voyant que la formation commençait à reculer, accomplit un acte flirtant avec la folie. Il saisit l'enseigne de son unité et la lança droit au milieu de la forêt ennemie de pique. Pour un guerrier antique, la perte de l'étendard était une honte pire que la mort. Et les Péliniens, rugissant de rage, se jetèrent droit sur les pointes des Sarisses, essayant de leur corps d'ouvrir un chemin vers l'étendard convoité. Mais même cet acte de sacrifice se brisa contre l'acier froid de la discipline macédonienne. Les premiers rangs des phalangites piquaient méthodiquement les Romains au visage et cou non protégés, tandis que les rangs arrière continuaient à pousser de leur masse, forçant toute la formation à avancer. Les épées romaines gladius, longues d'à peine un demi-mètre, fendaient inutilement l'air à 2 mètres des corps ennemis. Il semblait que la bataille était perdue dans les premières demi-heures. La ligne romaine se courba et commença à craquer aux jointures, reculant pas à pas le long du versant de la colline. Aucun légionnaire ne comprenait encore que ce recul forcé, perçu comme une catastrophe, deviendrait la clé du tournant le plus inattendu dans l'histoire de l'art militaire. Le paysage du champ de bataille commença à changer, et la plaine parfaitement plate, nécessaire à la phalange comme l'air, fut remplacée par des bosses, des ornières et les lits d'assèchement de ruisseaux. La formation monolithique des Macédoniens, poursuivant l'ennemi en retraite, commença inévitablement à perdre son intégrité géométrique. Là où 1 minute auparavant se dressait un mur impénétrable, apparurent des fissures microscopiques, des brèches entre les unités, nées de l'irrégularité du pas sur le sol inégal. Emilius Paul, dont les yeux étaient emplis de larmes à la vue de la mort de ses soldats, remarqua soudain ce changement fatal. Son regard de prédateur saisit ce qui était caché aux autres dans le chaos de la boucherie. La bête invincible commençait à boiter. La grande muraille macédonienne, qui semblait un monolithe de bronze et de chair, commença soudain à se disloquer en morceaux, comme un vieux tissu sous une tension trop forte. Le sol inégal des contreforts de l'Olympe fit ce que des milliers de javelots n'avaient pu faire. Il brisa la synchronisation du pas des phalangites. Là où une unité montait sur une bosse et une autre descendait dans un ravin, des fissures étroites, à peine visibles, se formèrent entre les boucliers. Ce sont précisément ces brèches, larges d'à peine 1 mètre, qui devinrent une invitation à la mort, dont les Romains usèrent avec une efficacité terrifiante. Le consul Paul, évaluant instantanément la situation, donna l'ordre qui changea à jamais l'histoire militaire. Cesser l'attaque en front continu et diviser la légion en petits groupes autonomes. Cette unité tactique, qui devint le fossoyeur de la grandeur macédonienne, s'appelait manipule. En latin, ce mot signifie poignée ou botte de foin, ancien symbole d'unité. Et en combat, elle agissait précisément ainsi, comme une centaine de doigts indépendants se refermant en poing là où c'était nécessaire. Au lieu de presser inutilement contre les lances de la poitrine, les centurions menèrent leurs manipules droit dans les brèches formées dans la formation, s'infiltrant dans le dos des Macédoniens, comme de l'eau inondant la cale d'un navire qui sombre. Dès que le premier Romain franchit la ligne des pointes des Sarisses, la bataille se transforma en exécution. Se retrouvant dans la soi-disant zone morte, le phalangite macédonien devenait absolument impuissant. Sa longue pique, idéale à distance, n'était plus qu'un fardeau lourd et inutile, l'empêchant de se retourner. Les guerriers de Persée tentaient désespérément de jeter les Sarisses et de dégainer leurs courtes dagues, mais il était déjà trop tard. Contre eux, opérait l'outil parfait du combat rapproché, l'épée espagnole, ou gladius. Cette lame d'environ 60 cm de long, avec une lame large et une pointe aiguë comme une aiguille, était conçue non pour l'escrime,
mais pour porter des coups de pointe terribles dans l'étroitesse de la mêlée. Ce qui suivit, l'historien romain Tite-Live le décrit avec un naturalisme qui fait se glacer le sang. Le champ de bataille se transforma en boucherie, où les Romains éventraient méthodiquement les ventres et tranchaient les membres des ennemis, privés de toute possibilité de se défendre. Les coups de Gladius étaient si terribles qu'ils emportaient les bras avec les épaules et décapitaient d'un seul revers, plongeant les Macédoniens dans un état d'horreur animale avant même le moment de la mort. Les fiers Pésétailles, qui une minute plus tôt se sentaient maîtres de la situation, se débattaient maintenant dans la panique, réalisant que leur célèbre formation était devenue pour eux une prison sans issue. Mais le verdict final sur l'armée de Persée ne fut pas rendu par des hommes, mais par des bêtes, qui entrèrent en lice sur le flanc droit des Romains. Là où la cavalerie macédonienne tentait encore de maintenir sa formation, le consul dirigea ses alliés avec des éléphants de guerre. Ces géants, revêtus de blindage et dressés à piétiner l'infanterie, provoquèrent la panique non tant par leur aspect que par leur odeur, qui rendait folles les chevaux macédoniens non préparés. Les animaux, rendus fous de terreur, désarçonnaient leurs cavaliers et se ruaient dans leurs propres rangs, transformant une retraite organisée en déroute chaotique. Les cris des mourants et les barrissements des éléphants se fondirent en un unique hurlement de catastrophe qui parvint aux oreilles du roi Persée. À cet instant, le monarque dont le nom devait inspirer la terreur accomplit un acte que les historiens dissèquent depuis 2000 ans. Voyant sa garde invincible se transformer en bouillie sanglante sous les coups des manipules romaines, il fit volter son cheval. Au lieu de mourir avec ses soldats, comme il sied à un héritier d'Alexandre, Persée choisit une fuite honteuse, abandonnant sur le champ de bataille non seulement son armée, mais aussi l'honneur de sa dynastie. Privée de commandement, l'armée macédonienne perdit tout espoir de résistance organisée. Ceux qui n'avaient pas pu fuir se massaient en groupes, essayant de se protéger de leurs boucliers de toutes parts. Mais les Romains avaient déjà goûté à la victoire et agissaient avec la fureur froide des bouchers. Ce fut la fin non seulement d'une bataille, mais l'agonie d'une époque entière, quand l'ancien monde des longues lances s'effondrait sous les coups des courtes épées. Le soleil déclinait vers le couchant, illuminant la vallée qui, en une heure, s'était muée d'un champ de gloire en un immense cimetière, où, parmi les monticules de cadavres, mourait l'idée même de la supériorité macédonienne. Quand la poussière sur le champ de bataille au pied de l'Olympe retomba, se révéla un spectacle devant lequel même les vétérans endurcis détournaient les yeux. Le fleuve Leucos, qui traversait la vallée, s'était changé en un flot épais de boue écarlate. Et les chroniques antiques affirment que les habitants locaux hésitèrent à y puiser de l'eau pendant plusieurs jours après la bataille. Plutarque rapporte des chiffres glaçants. Sur 40 000 Macédoniens entrés en lice, plus de 25 000 restèrent étendus sur le sol pour toujours. Et cette moisson monstrueuse de morts fut fauchée en seulement 60 minutes. Ce n'était pas une déroute, mais une extermination totale d'une génération entière d'hommes d'un seul pays, accomplie avec une efficacité mécanique. Parmi les monceaux de cadavres, les Romains découvrirent les corps d'une unité spéciale, qui gisait en rang d'une régularité effrayante, comme si la mort les avait surpris sur un défilé. C'était la garde personnelle du roi, un corps d'élite qui s'appelait Agéma. En grec, ce mot signifie escorte, et ces 3000 guerriers, fleurons de la nation macédonienne, furent les seuls à ne pas fléchir ni à fuir, préférant périr, mais conserver la formation jusqu'au dernier souffle. Ils restèrent ainsi étendus épaule contre épaule, les sarisses encore dans leurs mains mortes, formant un monument tragique au courage qui s'avéra impuissant face à la nouvelle tactique. Les pertes de Rome elle-même, à côté de cette hécatombe, semblent une erreur statistique, provoquant l'incrédulité des contemporains. Diverses sources, de Livy à Scipion Nasica,
citent des chiffres allant de 80 à 100 légionnaires tués, et même les estimations les plus pessimistes n'excèdent pas 1000 hommes. Une telle disproportion criante, 25 000 contre une centaine, devint le jugement final sur la phalange en tant que système militaire. Elle était idéale pour les victoires, mais une fois brisée, elle ne laissait aucune chance de survie à ses soldats. Les conséquences de ce carnage pour Rome dépassèrent de loin la gloire militaire et transformèrent l'économie de tout le bassin méditerranéen. Le butin capturé dans les camps et les villes macédoniens fut si colossal que le Sénat prit une décision sans précédent concernant chaque citoyen romain. L'impôt direct sur la fortune, que les Romains payaient depuis des siècles pour entretenir l'armée, s'appelait tributum. Après la bataille de Pydna, le trésor déborda tellement de l'or de Persée que cet impôt fut abrogé, et les citoyens de Rome ne le payèrent plus pendant les 126 années suivantes. Imaginez un État qui gagne une guerre si convaincamment que ses habitants cessent de payer des impôts. Telle fut l'ampleur du triomphe romain. Le retour même du consul Aemilius Paulus à Rome devint le plus grand spectacle que l'Antiquité eût jamais vu, s'étendant sur 3 jours. Cette procession solennelle du vainqueur entrant en ville sur son char s'appelait triomphe. Le premier jour, on transportait dans les rues seulement des statues et des tableaux capturés à l'ennemi. Le deuxième, des montagnes d'armes macédoniennes et des barriques d'argent. Et ce n'est que le troisième jour, derrière le char du général, que marchait le roi Perséus déchu, vêtu de noir. Tite-Live décrit comment la foule, qui la veille encore craignait la puissance macédonienne, regardait maintenant avec avidité et mépris l'homme qui avait abandonné son armée à la mort et qui était devenu lui-même un trophée vivant. Mais Rome ne se contenta pas de vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Elle décida d'effacer de la surface de la terre même le souvenir du royaume de Macédoine. Le Sénat comprenait que tant qu'une structure unifiée existerait, le désir de revanche serait inévitable. C'est pourquoi fut appliqué un principe devenu classique de la politique impériale. L'ancienne monarchie fut violemment divisée en 4 républiques isolées, auxquelles il fut strictement interdit d'avoir des lois communes, de commercer entre elles et même de conclure des mariages entre habitants de régions différentes. L'État, autrefois grand, qui avait donné naissance à Alexandre, fut ainsi vivisectionné, se transformant en un groupe de territoires faibles et dépendants, incapables même de songer à la résistance. Ainsi s'acheva l'époque hellénistique, et commença l'ère de la domination romaine absolue. La bataille de Pydna devint ce partage des eaux, après lequel aucune armée du monde ne s'appuya plus sur les longues lances, comme garantie de victoire. La flexibilité vainquit la rigidité. L'initiative des commandants subalternes surpassa le contrôle centralisé du roi. Mais derrière l'éclat de l'or et le roulement des chars triomphaux, se cachait une question que les meilleurs esprits de Rome commençaient à se poser. Si une petite manipule a pu détruire une grande phalange, que se passera-t-il quand cette machine militaire invincible, n'ayant plus d'ennemis extérieurs, tournera ses armes contre son propre État? La réponse à cette question, l'histoire la réservait pour la fin de notre drame. Le silence qui s'abattit sur la vallée au pied de l'Olympe après la bataille fut plus retentissant que n'importe quel cri de guerre. C'était un silence dans lequel l'ancien monde, bâti sur l'héritage d'Alexandre le Grand, céda définitivement la place à une nouvelle réalité romaine, cruelle et pragmatique. L'historien Polybe, qui fut lui-même otage de ce nouveau système et vécut 17 ans à Rome, écrira plus tard une conclusion fondamentale. Ce fut précisément la bataille de Pydna qui marque le point de non-retour, après lequel aucun État méditerranéen n'osa plus regarder les Romains dans les yeux. Toute l'œcumène connue comprit que les longues lances, symboles de puissance militaire pendant 2 siècles, ne servaient plus désormais qu'aux vitrines de musées ou comme support pour la vigne. La principale leçon que le consul Aemilius Paulus enseigna au monde,
ne résidait pas dans la force des armes, mais dans l'organisation géniale de la ressource humaine. La victoire ne fut pas remportée par l'épée sur la pique, mais par un système capable de se renouveler en plein combat. Cette capacité unique de l'armée romaine à faire pivoter ses effectifs sous le feu ennemi s'appelait triplex acies. Littéralement, cela se traduit par triple ordre de bataille, et son essence était révolutionnaire. La légion se déployait en 3 lignes indépendantes, Astate, Principe et Trière, tandis que la phalange macédonienne était un bélier à usage unique, qui soit enfonçait le mur, soit se brisait. La formation romaine fonctionnait comme un convoyeur vivant. Les combattants fatigués de la première ligne se repliaient de manière organisée dans l'arrière à travers les intervalles, tandis que les forces fraîches de la seconde ligne occupaient instantanément leur place, déversant sur l'ennemi épuisé un nouvel ouragan d'énergie. Le sort même du roi persé devint une illustration sombre de ce qui arrive à ceux qui s'appuient sur des gloires passées, ignorant la réalité. Dernier héritier de la dynastie des Antigonides, qui s'était enfui du champ de bataille, il fut capturé par les Romains sur l'île de Samothrace, où il tentait de se cacher dans un temple, espérant la sainteté du lieu. Les sources antiques divergent sur les détails de sa mort, mais toutes s'accordent sur un point. Ce fut une fin dépourvue de toute grandeur. Selon l'une des versions rapportées par Plutarque, les gardes romains dans la prison de la ville d'Alba Fouquens soumirent l'ancien monarque à une torture raffinée. Ils l'empêchaient de dormir, le réveillant constamment à la moindre tentative de fermer les yeux, jusqu'à ce que son esprit et son cœur s'arrêtent d'épuisement. L'homme qui possédait des millions de pièces d'or mourut dans la boue et la folie, sans jamais comprendre pourquoi sa phalange invincible s'était effondrée en poussière. Cette victoire déclencha un mécanisme qui transforma la République romaine en empire, dont les frontières s'étendirent de la brumeuse Bretagne aux sables de Syrie. Les Romains prouvèrent que la flexibilité et l'initiative du commandant subalterne sur le champ de bataille triomphent toujours de la centralisation rigide et de l'obéissance aveugle. La Légion devint un outil universel indépendant du relief du terrain. Elle pouvait combattre en forêt, en montagne, dans le désert et sur les ponts des navires, tandis que la phalange était une prima donna capricieuse exigeant un parquet parfaitement lisse. L'art militaire cessa d'être une compétition de longue perche et devint une partie d'échecs où chaque pion, une manipule, pouvait décider de l'issue de la partie par un mouvement autonome. Les fouilles archéologiques en Grèce découvrent encore aujourd'hui des pointes de pilum romain et de saris macédonienne, gisant dans la même couche de terre, comme des témoins muets de ce jour où l'histoire changea de cours. Ces morceaux de fer rouillé nous disent plus que des milliers de pages de livres. Ils montrent le moment où l'individualisme et l'adaptabilité brisèrent le monolithe collectif. Le gladius romain, court et terne, s'avéra plus long que la sarisse de 6 mètres, parce que derrière lui se tenait la volonté d'un homme capable de prendre des décisions dans le chaos, et non simplement d'exécuter des ordres. Et maintenant, que la poussière des siècles est retombée et que le fracas des légions s'est tu, nous revenons à cette question avec laquelle nous avons commencé ce parcours. Pourquoi la formation flexible a-t-elle détruit le mur invincible? La réponse ne réside pas dans la tactique, mais dans la nature même de la survie. Dans un monde où tout change à chaque seconde, que ce soit un champ de bataille antique ou une crise moderne, triomphe non celui qui a la lance la plus longue ou le plus de ressources, mais celui qui sait trouver la fissure dans l'armure des circonstances et frapper là où on ne l'attend pas. En contemplant le sort de la phalange macédonienne, chacun de nous se trouve aujourd'hui face à un choix personnel que ces soldats affrontèrent jadis. Qui serez-vous quand la vie vous mettra un sol inégal sous les pieds? Resterez-vous un monolithe rigide qui se brisera à la première bosse, s'accrochant à d'anciennes règles? Ou trouverez-vous en vous le courage de devenir une légion flexible, capable de se réorganiser,
de faire un pas dans l'inconnu et de transformer le chaos en votre principale force. Car l'histoire est impitoyable. Elle retient les noms des vainqueurs, mais nous enseigne sur les erreurs de ceux qui se croyaient invincibles, jusqu'à rencontrer celui qui savait simplement manœuvrer.